Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des ruminations anxieuses et de l'anxiété généralisée, aussi des troubles obsessionnels compulsifs, mais plus dans la composante obsessionnelle, c'est-à-dire les ruminations anxieuses en particulier. Je vais faire d'autres vidéos qui parlent des troubles obsessionnels compulsifs dans leur globalité. Mais là, dans cette vidéo, je vais plus m'intéresser à l'anxiété générale et à la personnalité obsessionnelle, le trouble de la personnalité obsessionnelle, plus que la pathologie TOC, trouble obsessionnel compulsif. Donc plus les troubles de la personnalité obsessionnelle et les ruminations anxieuses qui font partie de cette personnalité. D'abord, qu'est-ce que les ruminations anxieuses? Qu'est-ce que le trouble de la personnalité obsessionnelle? C'est une personnalité qui souffre d'anxiété généralisée, et ça peut venir, ce trouble obsessionnel, déjà, qu'est-ce que les obsessions? Ça peut être des idées qui s'imposent à soi, des idées forcément négatives, qui dérangent. Ça peut être des idées liées à la religion, des idées liées à la maladie, des idées liées à la contamination, à la culpabilité. C'est des personnes qui sont très... d'ailleurs, ça vient un peu de l'enfance aussi, ça a une composante héréditaire, mais aussi liée à l'enfance, ayant peut-être une éducation trop stricte ou bien un traumatisme lors de l'enfance. Ces personnes-là ont tendance à avoir beaucoup de scrupules, à avoir peur de faire des erreurs, à avoir peur de faire mal à autrui. Ils ont beaucoup de bonnes intentions au fond, même si des fois ils arrivent à faire du mal autour d'eux de façon très indirecte. Nous allons voir cela plus tard. Ces personnalités-là ont tendance à avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup d'altruisme aussi. Cette envie aussi de contrôle fait partie de leur trait de personnalité. Cette envie de contrôle, vraiment ils sont très loin du lâcher-prise, que ce soit le contrôle de leur destin ou le contrôle de tout ce qui les entoure. Quand ils vivent avec une famille dans une maison, tout doit être correct, les gens doivent être corrects, les choses doivent être à leur place. De ce fait, ça peut être un peu compliqué, car les gens ne se contrôlent pas, les choses ne se contrôlent pas. Il y a donc beaucoup de frustration qui peut découler de ça. Ça peut augmenter l'anxiété de cette personne et avoir même à perturber les rapports aux autres. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des crises de colère. Cette personne a envie que tout se passe bien, mais quand tout ne se passe pas exactement comme elle le souhaite, elle peut être très frustrée, nerveuse et colérique, ce qui bien sûr plombe l'ambiance souvent. Bien sûr, elle peut aussi passer par des phases où elle est tout à fait normale, mais c'est par pic, et en général c'est lors de périodes où la personne a des difficultés, que ce soit financières, que ce soit par rapport à sa santé, par rapport à son entourage personnel, etc. Il y a une exacerbation des symptômes, une exacerbation de cette anxiété, qui est en fait le carburant de ces ruminations anxieuses, c'est-à-dire avoir ces idées négatives. La personne peut être là, tranquille, sans qu'il y ait de raison. Elle va se dire « Ah, mais aujourd'hui, j'ai peut-être fait du mal à quelqu'un. Peut-être qu'en roulant sur la route, j'ai peut-être percuté un animal sans me rendre compte. Peut-être qu'au travail, si c'est un médecin ou une infirmière, j'ai peut-être fait du mal à un patient sans me rendre compte. Ah, mais peut-être aujourd'hui, dans le bus, j'ai pris... en tenant une poignée qui n'était pas propre, j'ai dû choper un microbe. Peut-être que j'ai une maladie grave finalement et que je ne m'en rends pas compte, je ne sais pas. Et là, c'est un peu des exemples. J'ai un peu donné des exemples liés à la culpabilité, à la contamination. Ça peut être aussi d'ordre religieux, les gens qui sont très croyants et voilà, ils ont peur d'avoir fait quelque chose de péché. Donc il y a beaucoup d'exemples possibles. Et ces pensées-là, en général, c'est des pensées qui sont vraiment, mais vraiment ridicules. Ridicules dans le sens où c'est pas des pensées qui ont une raison d'être.
il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de contamination, il n'y a pas eu de raison quand vous êtes, je ne sais pas, quand vous marchez dans la rue et qu'une seringue vous rentre dans la main, vous êtes stressé, ou dans le pied, vous êtes stressé, vous dites oui, peut-être que je vais choper une maladie, mais bon, vous allez faire des analyses et puis c'est tout, et puis voilà. Mais là, non, il n'y a aucune raison. La personne, elle va penser qu'elle a chopé une maladie grave, qu'elle a attrapé une maladie grave et sans raison. Elle va penser qu'elle a fait du mal à quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment de raison. Et des fois, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Des fois, c'est un peu plus malin de la part de Madame Anxiété. C'est que des fois, c'est des petits doutes qui ont peut-être une petite raison d'exister, mais pas au point d'obséder la personne. Et à travers ce tout petit doute, la personne va y penser tout le temps et amplifier ce problème comme si c'était réel. Y penser matin et soir, y penser tout le temps, avoir des insomnies, ne pas pouvoir manger, être vraiment sous tension, avoir cette impression d'avoir un casque sur la tête, de ne plus pouvoir réfléchir ou agir. Cette personne va se confier au plus proche. Bon, la première fois, c'est bon, ils vont la rassurer. La deuxième fois aussi, la troisième fois, ensuite, ils vont trouver ça assez saoulant. Et ce qui est d'ailleurs à éviter, c'est de trop écouter l'obsessionnel. Il faut l'écouter, oui, il faut être à l'écoute, mais il faut savoir faire des limites. Je te dis qu'il n'y a pas de raison. Arrête de me répéter ça. Car vous ne lui rendez pas service en l'écoutant à chaque fois. Ça vous rendra malade et ça ne lui rend pas service. Car lui mettre un stop, lui faire réaliser que c'est ridicule, car il le sait. Au fond, la personnalité obsessionnelle sait que ses obsessions sont ridicules. Elle sait qu'elles ne sont pas fondées, mais c'est plus fort qu'elle. Elle a vraiment cette angoisse, elle a vraiment cette peur. Cette peur est réelle, mais elle sait que c'est ridicule. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est d'écouter, mais pas trop. Savoir faire des limites pour les proches. Pour la personne elle-même, lorsqu'il y a ce genre d'obsession, l'idéal est de se dire, il faut d'abord être conscient que c'est une maladie ou que c'est un trouble, parce qu'il y a le trouble et il y a la maladie. Dans tous les cas, il faut être conscient qu'il y a une anomalie. Le fait d'être conscient, de savoir que ce sont des symptômes, que ça existe comme maladie, que ça existe comme trouble, ça va réduire l'anxiété de près de 50%. Ça va vraiment diminuer cette tension, car la personne qui ne sait pas qu'elle souffre de ça et qui a ces angoisses-là, elle va y croire plus que la personne qui sait que c'est une maladie. Elle va quand même avoir des angoisses, elle va quand même avoir des ruminations anxieuses, mais le fait de savoir que ce sont des idées fausses, le fait de savoir que c'est une maladie, ça va diminuer l'angoisse et ça va diminuer ce stress. Voilà, donc c'est très important d'abord d'être conscient que c'est une anomalie et ensuite se dire que ça va passer. Et il faut, comme une tempête, attendre que ça passe. Évidemment, il y a des thérapies. La thérapie cognitivo-comportementale est la plus adaptée pour ce genre de problème. Les médicaments, je suis un peu contre, d'accord. Il y a bien sûr des cas où ça peut être très utile pour se calmer dans des cas d'angoisse extrême, etc., prescrit bien sûr par le médecin, mais ce n'est pas une solution au long cours. Donc la thérapie cognitivo-comportementale, aussi idéale pour les compulsions. Les compulsions, ce sont des gestes qui s'imposent. Ça vient de ces obsessions, de ces ruminations anxieuses. Plus elles sont fortes, plus la personne... On peut avoir des compulsions plus que des ruminations, plus que les obsessions plus que les compulsions et vice-versa. Donc la personne va être tellement frustrée et angoissée par ces fausses angoisses qu'elle va avoir tendance à vouloir faire des gestes ridicules, encore plus inutiles, répéter quelque chose 3 fois ou répéter un mot dans sa tête 3 fois, répéter un geste 3 fois ou 5 fois ou un chiffre qui lui vient à la tête, répéter une grimace. Ça va commencer à devenir, ça peut être un lavage de main si c'était une peur d'être sali ou souillé ou contaminé, ça peut être un lavage des objets de la maison qui se répète plusieurs fois par jour. D'ailleurs, ils peuvent avoir des lésions sur les mains liées au lavage répété et fréquent. Donc ça, c'est les compulsions et ça vient des obsessions aussi et de cette anxiété. Là aussi, la thérapie cognitivo-comportementale a beaucoup à apporter.
Et certaines personnes utilisent des méthodes, utilisent leur intelligence dans cette thérapie cognitivo-comportementale sans même la connaître. C'est-à-dire ils utilisent certains outils de la thérapie cognitivo-comportementale. Par exemple, quand la personne va dire « Ah, mais si je fais pas... Ah, mais si je passe pas sous cette échelle, il va m'arriver quelque chose ou il va arriver quelque chose à ma famille, il faut que je passe sous cette échelle. » Et là, elle va se dire « Mais non, mais exprès, je vais pas passer sous cette échelle. Et qu'il arrive ce qu'il va arriver. » Là, c'est un début de guérison. Pas de guérison, mais d'amélioration. Là, c'est de faire le contraire de ce que cette compulsion me dit et le décider. Décider que si je le fais 3 fois, il va arriver un malheur. Eh ben, je vais pas le faire. Si je le fais pas 3 fois, il va arriver quelque chose. Eh ben, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais pas passer sous cette échelle. Je vais pas me laver les mains. Ils sont pas sales, je les ai lavés. Je ne vais pas répéter ce geste ou ce pas 3 fois. Non, qu'il arrive ce qu'il va arriver. Et là, entre aussi la spiritualité, la foi, le fait de penser, de croire à une force supérieure, en le destin, pour se dire qu'on ne contrôle pas tout, qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qu'il arrive qu'on fasse quelque chose ou pas. Voilà, là, c'est un rôle particulier, c'est un point à part que je voulais ajouter. Donc voilà, il faut faire l'inverse de ce que nous dit cette compulsion au malade. Beaucoup d'autres moyens peuvent aider pour l'anxiété générale, pour les troubles obsessionnels compulsifs, que ce soit les ruminations anxieuses ou les compulsions, mais je parle plus des ruminations anxieuses. C'est très important de se dire que c'est comme une tempête, que ça va passer et que lorsque ça passera, on verra à quel point c'était ridicule et que, en fait, comme je le dis dans un de mes livres, pour désamorcer l'anxiété, les ruminations anxieuses, il faut faire de la procrastination positive. C'est-à-dire se dire, oui, je vais régler ce problème plus tard. Parce que plus tard, il n'y aura pas ce problème. Et que si vous vous dites, je dois régler ça maintenant, je dois maintenant me prouver que ça c'est faux, que ça c'est vrai, que ça c'est... Eh bien, vous resterez dans cette spirale d'angoisse qui va augmenter et augmenter votre stress et renforcer votre obsession. Et avec le temps, ça peut finir, obsession, par une psychasthénie parce que vous luttez, parce que la personne obsessionnelle lutte contre ses obsessions de diverses manières. Des fois, c'est des comportements d'éviction, la personne arrête de sortir, ou elle arrête de toucher quelque chose, ou elle arrête... Au jour le jour, ça empoisonne la vie. Ça empoisonne vraiment la vie de la personne. Il y a des périodes de répit, mais au long cours, ça empoisonne la vie de la personne. Et ça peut finir par une psychasthénie, c'est-à-dire une fatigue psychologique, et aussi par la dépression. Comme ça peut guérir spontanément et la personne redevient normale. Tout ça est assez chimique, ça se passe dans le cerveau. Il y a aussi des traitements par électrode, mais là on parle pas des cas extrêmes qui doivent être opérés, enfin qui doivent être gérés à ce stade-là. Je donne des outils pour tout ce qui est plutôt modéré comme symptômes. La nature est un remède extraordinaire. La nature, le fait de méditer. Quand vous me dites méditer, mais la méditation, c'est un mot qui est utilisé, on l'utilise, c'est pratique d'avoir un mot qui est compris par tout le monde. Mais moi, quand je parle de méditer, je vous parle de se concentrer. Vous concentrez sur les bruits que vous écoutez autour de vous. Vous concentrez sur les images qui sont devant vous, c'est-à-dire les traits, ce qu'il y a dans un beau tableau, le cadre de la télé, le cadre du miroir, je ne sais quelle autre chose. Vous allez vous concentrer. C'est ça, méditer. Vous concentrer, pour moi, c'est se concentrer, être très à l'écoute de tout ce qui vous entoure. Ça va vous débrancher. Ça va débrancher votre conscient de ces pensées qui sont à l'intérieur de votre tête et vous vous sentez moins emprisonné dans votre tête. Vous sortez de ce casque qui vous empêche de réfléchir, ne serait-ce qu'un moment. Et il suffit de court-circuiter ces ruminations anxieuses pour qu'elles arrêtent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure la procrastination positive. J'en parle dans un de mes livres. La procrastination positive, c'est-à-dire se dire « Oh, il y a un problème, je doute de quelque chose, ok, je le réglerai plus tard ».
La personne qui fait des obsessions fait la différence entre des vraies obsessions et des fausses obsessions, des vraies peurs et des fausses angoisses. Elle le ressent au fond d'elle. Voilà, c'est vrai qu'il y a des doutes, mais elle peut le ressentir. Il y a cette tension au niveau du cou, au niveau des épaules, des céphalées. Il y a beaucoup de symptômes qui accompagnent et qui, à la langue, se font repérer par la personne elle-même. Du coup, il faut se dire, je réglerai ça plus tard. Et en fait, vous n'aurez pas à régler ça plus tard parce que si vous arrêtez d'y penser, si vous vous occupez, si vous avez beaucoup d'activités à faire, plus tard, vous vous rendrez compte que le problème n'a ni amplifié, ni resté lui-même, il a rétréci jusqu'à disparaître. Et le doute disparaît. Et ça va vous paraître ridicule. D'ailleurs, c'est très important d'avoir un journal aussi, d'écrire ces ruminations. Comme ça, lorsque vous aurez un autre doute, vous allez lire et vous vous dites « Ah, mais la dernière fois, j'avais un doute sur quelque chose qui maintenant me paraît ridicule, mais à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose d'important. Et bien peut-être que je passe par la même chose. Aujourd'hui, je doute de quelque chose qui m'a l'air insurmontable. Mais c'est peut-être, demain, je vais peut-être avoir un autre doute et celui-là me paraîtra ridicule. Alors j'arrête d'y penser. Et arrêtez d'y penser. Vivez le présent. Car l'anxiété se nourrit de votre peur de l'avenir. D'ailleurs, le dépressif en général, c'est le fait qu'il soit toujours dans le passé, qu'il vive dans le passé, qui fait qu'il est dépressif. Mais l'anxieux, la personnalité anxieuse, c'est plus le fait qu'elle vive dans le futur. Elle vit dans le futur. Et donc, elle démolit son présent et démolit son passé. Et c'est pour ça que plus tard, ça va vers la dépression. Car elle va vivre dans les regrets du passé aussi. Et avec la psychasthénie. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ça avec tous les moyens possibles et lutter, pas lutter de la mauvaise façon jusqu'à arriver à une fatigue mentale, non, pas avec l'éviction, au contraire, en affrontant les compulsions, pas avec le fait de ruminer, de se battre à l'intérieur de son cerveau pour se dire non mais ce doute il est justifié, il n'est pas justifié, non. Vous allez vous battre en ignorant ça, en vous disant je vais régler ça plus tard. J'y pense pas pour le moment. Et là, vous allez arrêter de nourrir cette rumination. Donc, voilà, il faut rester entouré. C'est très important de ne pas s'isoler, ça aide beaucoup. Le fait de sortir, de voyager, de changer d'air a un énorme impact. Le fait de faire du sport a un énorme impact sur l'amélioration des symptômes, notamment la natation et tout ce qui se fait en plein air. La méditation, vous allez être surpris, mais encore une fois, je vais parler de minimalisme. Pourquoi ? La personne qui a un trouble obsessionnel compulsif a tendance à collectionner les objets, à avoir beaucoup de mal à s'en détacher, à cumuler et cumuler des objets, même les plus inutiles. Et ça fait énormément de bien de s'intéresser au minimalisme, de devoir trier ces objets, de devoir jeter ces objets-là. Et ça va contre un des symptômes du trouble obsessionnel et ça aide beaucoup. Croire en une force supérieure pour arrêter le contrôle, pour lâcher prise, s'entraîner au lâcher prise quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, quand on a envie de contrôler quelque chose, qu'on veut que ça se passe comme ça et pas comme ça, il faut se dire « Ah, mais c'est une occasion pour moi de m'entraîner à arrêter de contrôler, à m'entraîner au lâcher prise. » Aujourd'hui, je vais laisser faire ça. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit quelque chose de grave. Mais si quelqu'un dans la maison, ou votre conjoint, ou je ne sais qui, votre soeur, votre parent, a fait quelque chose dans la maison qui n'est pas correct selon vous, qui n'est pas agréable, parce qu'en général, c'est des personnes très scrupuleuses, très ordonnées, les personnes obsessionnelles très ordonnées, très scrupuleuses, qui ont beaucoup de bonnes intentions, qui veulent que tout soit bien fait. C'est d'excellents employés. Si vous avez un employé qui a des troubles obsessionnels, vous êtes plutôt content comme patron parce que tout est bien fait comme il faut. Donc, mais pas pour le travail d'équipe par contre. Pas pour le travail d'équipe. Je mets une parenthèse, pour le travail d'équipe, ça peut poser problème. Voilà. Mais pour le reste, c'est un employé parfait. Donc, je reviens à ce que je disais, il faut s'entraîner. Dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous vous dites « Ah, mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser faire ça. Oui, c'est dans le désordre, je laisse faire ça. » Ça, c'est un entraînement, ça va se faire petit à petit. S'entraîner au lâcher-prise, c'est très important.
Autre chose, arrêtez de vivre dans le futur. Je l'ai déjà dit, il faut vraiment vous concentrer sur votre présent, vous dire que je n'ai que cette journée, que j'ai ce moment. Si je dois être belle ou beau, c'est aujourd'hui. Si je dois être en forme, c'est aujourd'hui. Si je dois sortir et m'amuser, c'est aujourd'hui. Demain sera meilleur et je ne vais pas sacrifier cette journée pour mes projets de demain. Mais avoir des projets, c'est très important aussi, des projets qui nous occupent, mais qui nous occupent positivement. Car être occupé, que ce soit manuellement, faire le ménage, bouger, sortir, être occupé est une arme très importante car ça combat le vide. Et l'anxiété adore le vide. Elle adore quand vous flemmardez, quand vous ne faites rien, quand vous procrastinez. Et là, vous la combattez un peu avec ça. Améliorer sa qualité de vie. On a remarqué que les personnes qui ont des troubles de l'anxiété généralisée, qui ont des troubles obsessionnels, sont des gens, en général, les moments où ils viennent, ces pics-là, c'est des moments où la personne n'est pas très en bonne santé ou bien elle passe par des problèmes familiaux, personnels, professionnels. Du coup, améliorez votre qualité de vie au maximum. Ayez un beau chez soi, même avec des petits moyens. Ayez une jolie garde-robe, occupez-vous de votre physique, c'est très important, de votre forme. Évitez les personnes toxiques le maximum et surtout améliorez vos finances, améliorez votre vie au quotidien, sortez, voyagez, soyez proche de la nature, proche des gens que vous aimez. C'est très important d'améliorer sa qualité de vie car ça diminue la fréquence des pics. Voilà. La nutrition a un rôle aussi. Diminuer le maximum le café, le thé, ça on le sait tous. Bien sûr, éviter l'alcool et le tabac, le sucre aussi. Tout ce qui peut augmenter votre anxiété va augmenter les risques de rumination anxieuse et de pics d'anxiété. Donc, comme je le disais, pour les proches, ça peut altérer les relations du fait que vous ayez envie de contrôler tout le temps, du fait qu'il y a une frustration liée au non-contrôle qui fait qu'il y a des disputes des fois. Donc, vous allez des fois aussi vouloir trop vous confier et ça va user les personnes qui vous entourent. Donc, c'est bien d'être écouté, mais pas trop. C'est bien apprécier les gens qui vous mettent des limites, qui vous disent « Non, stop, là, tu exagères. » D'accord? Voilà. Donc je disais, occupez-vous de vous aider vous-même avant de vouloir aider les autres, car c'est souvent ce type de personnalité a souvent envie d'aider les autres, a envie d'apprendre aux autres. Vous n'allez rien apprendre, vous n'allez pas changer les gens s'ils ne veulent pas changer. Vous ne pouvez changer une personne que si elle demande à changer. Si elle vient vous demander à vous, aide-moi à changer, aide-moi à être mieux. Vous n'allez pas rendre une personne correcte si elle n'a pas le souhait de devenir correcte. Vous allez vous user, vous allez augmenter vos ruminations anxieuses et vous allez aggraver la situation pour vous. Du coup, laissez les gens faire leurs erreurs. Ils vont venir un jour s'ils viennent vers vous pour demander de l'aide. Aidez-les, mais n'aidez pas des gens qui n'ont rien demandé. Aimez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous vos erreurs. Essayez de vous aimer ne serait-ce que petit à petit, car beaucoup parmi les personnalités obsessionnelles qui ont des troubles obsessionnels ont des difficultés, des culpabilités, des difficultés à se débarrasser de certaines culpabilités et à s'aimer vraiment. Apprenez à vous aimer, apprenez à être heureux pour vous. Pardonnez-vous vos erreurs, arrêtez le contrôle et entraînez-vous au lâcher-prise. C'est extrêmement important. Apprenez le lâcher-prise. Voilà, là c'était par rapport plus aux ruminations anxieuses et à l'anxiété généralisée. J'espère avoir apporté quelques conseils utiles. Je ferai d'autres vidéos sur le trouble obsessionnel dans la forme plus compulsion, même si j'en ai parlé un peu ici. Voilà, c'était la vidéo du jour. Je vous rappelle que je suis médecin, que je m'intéresse
au développement personnel et à la psychologie entre autres, la médecine holistique en général. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à nous laisser en commentaire si vous avez été en contact avec des personnes qui ont ce genre de troubles, à nous faire partager votre expérience si vous souffrez de cela. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.